Que reste-t-il de nos langues et parlées régionaux? En fait, c'est un sujet qui invite peut-être à faire un inventaire. Et pour moi, ça me paraissait difficile de faire un inventaire parce que l'alsacien est encore à l'heure actuelle une langue vivante, une langue de communication. Mais c'est vrai que c'est un sujet important en Alsace. En 2025, il y a eu énormément de réunions, de communication au sujet de l'alsacien. On verra tout à l'heure parce que notamment chez les jeunes, notre langue est en perte de vitesse. Donc j'essaierai aussi de vous expliquer pourquoi. Et la deuxième raison pour la deuxième chose à laquelle le sujet invite, c'est un petit peu à la nostalgie. Je crois que Jordi passera, ce matin on a parlé. Moi, j'ai eu tout de suite la chanson de Trenet, « Que reste-t-il de nos amours ?» Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et c'est vrai que ça invite à la nostalgie. Alors moi, je suis historienne, donc c'est difficile pour moi de sacrifier à la nostalgie, parce qu'un historien, c'est quelqu'un qui cherche à chercher les causes, qui cherche à comprendre les mécanismes de manière parfois un petit peu froide. Et c'est ce que je vais essayer de faire, notamment par rapport à un relatif dépérissement de l'alsacien. On essaiera de voir quelles en sont les causes. L'alsacien est une langue vivante encore aujourd'hui, c'est une langue de communication. Alors, je vais partir de la définition d'une langue telle que la font les linguistes. Et ce matin, le professeur d'université à la retraite, Ardennais, a utilisé le mot langue. Et je pense que c'est vraiment un mot à dessein qui est utilisé par les linguistes. À partir du moment où deux personnes se comprennent et ont à même parler, pour un linguiste, c'est une langue. Et de ce fait, il existe aujourd'hui dans le monde un petit peu plus de 8000 langues qui sont parlées, et l'alsacien fait partie de ces langues. Alors, qui est-ce qui dit ça en Alsace? Eh bien, c'est Madame Erhardt, qui est maîtresse de conférence à l'UNISTRA, à l'Université de Strasbourg, et qui s'occupe du département des langues, et notamment de l'alsacien. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'un spectacle qui a été donné à Wissembourg, dans le nord de l'Alsace. Et l'intervenante qui est au milieu, c'est une artiste alsacienne. Et cette artiste alsacienne est conteuse, chanteuse, musicienne. Et elle fait un spectacle sur une des grandes figures légendaires en Alsace, qui est le Hans Trapp, figure de Noël. Et je vais vous demander d'essayer de déterminer quelles sont les langues que vous allez entendre et dans quel ordre vous allez les entendre. On fait un petit jeu. Et de regarder aussi l'assistance, comment se comportent les gens. Der Sommer war sehr heiß und Weißenburg litt unter der Trockenheit und den Wassermangel. L'abbé Heinrich von Homburg supplia Hans von Trott de rétablir le cours d'eau pour permettre d'irriguer Wissembourg. Ah so, will Wasser, hätte Hans gesagt. Vous voulez de l'eau? Pas de problème, kein Problem. Ich mach den Stau wieder weg. Und in Zeit von ich ist in Wissembourg alles unter Wasser gestanden. Eine riesige Überschwemmung, die viel Schaden gemacht hat. Hans Trapp a tout simplement levé le barrage et d'énormes vagues d'eau ont déferlé sur Wissembourg, ce qui provoqua de sévères inondations dans toute la région. Alors, quelle langue avez-vous entendue? La première, c'était de l'allemand. La première, c'était de l'allemand. La deuxième, du français. La troisième, l'alsacien. Puis de nouveau du français et un petit bout d'alsacien à la fin. Donc, 3 langues. Et alors, ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est qu'elle ne répète pas 3 fois la même chose. Ça veut dire que le spectacle se déroule en 3 langues. Et les gens qui sont autour, on a l'impression qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'ils comprennent les 3 langues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils rient davantage. Enfin, on les entend un petit peu rire. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand on parle l'alsacien. On a en Alsace une collectivité européenne d'Alsace qui correspond aux 2 départements, Bas-Rhin-Haut-Rhin. Et la collectivité d'Alsace a fait un grand sondage en 2022. Il y a eu plus de 5000 personnes qui ont été interviewées concernant l'alsacien. On a demandé à des gens de toutes les catégories socio-professionnelles, hommes ou femmes, à partir de 18 ans. Donc on leur demande s'ils parlent l'alsacien, s'ils comprennent l'alsacien, s'ils lisent l'alsacien et s'ils écrivent l'alsacien. Alors en 2022, si on regarde les chiffres, parlez-vous l'alsacien, disent parler très bien l'alsacien ou assez bien l'alsacien,
46% de la population. Je vous donne un deuxième chiffre. 1950, 95% de la population en Alsace parle l'alsacien. Et pour une grande partie de la population ne parle pratiquement que l'alsacien, l'allemand certes, mais surtout l'alsacien. Aujourd'hui, il reste 46%, peut-être en 2025, si on réactualisait ce chiffre, on arriverait à plus de 30% de la population qui parle l'alsacien. Quand je dis parler l'alsacien, ça veut dire parler tout le temps l'alsacien. Ça veut dire je parle l'alsacien chez moi, je le parle à mon domicile, mais je sors dans la rue, je achète ma baguette, je l'achète en alsacien, je rencontre mes voisins qui font leurs courses à l'hypermarché du coin, je leur parle l'alsacien. Donc je parle l'alsacien en constant. Comprenez-vous l'alsacien? Vous voyez que le chiffre n'est pas tout à fait le même. On va avoir 56% des interrogés qui comprennent l'alsacien très bien ou assez bien. Ça veut dire que dans le lot, il y a des gens qui ne parlent pas bien l'alsacien, mais qui ont eu des parents qui leur ont appris l'alsacien et qui comprennent parfaitement l'alsacien. Et sur l'échantillon de ceux qui comprennent l'alsacien, uniquement celui-là, on va avoir 40% de personnes qui lisent l'alsacien. Là, on voit que le pourcentage est moins important, mais on voit quand même que ce sont des gens qui lisent aussi la langue. Deuxième petit tableau intéressant, la transmission de l'alsacien. Donc, comment on apprend l'alsacien? Alors, vous voyez, c'est très facile. L'alsacien, c'est une langue maternelle. Donc, 84% des gens disent que ce sont leurs parents qui leur ont appris l'alsacien. On apprend l'alsacien dans le cercle de la famille. 77% les grands-parents. Le conjoint, c'est 22%. Et puis, le deuxième cercle, c'est le cercle des amis, des voisins, des copains, des collègues. Et très loin derrière, tout le reste. Ça veut dire qu'à la base, on n'apprend pas forcément l'alsacien quand on est dans une association. On apprend l'alsacien à la maison. Alors cette étude est vraiment importante parce qu'elle nous permet de savoir comment, au fond, parle l'alsacien. Donc, je vais le résumer. En gros, un tiers de la population d'Alsace parle l'alsacien. C'est donc une langue vivante et populaire. Et quand je dis populaire, ça ne veut pas dire vulgaire. Parce que l'alsacien, on verra, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, c'est une langue qui a des origines très, très, très lointaines. Et donc, ça représente à peu près 600 000 personnes sur à peu près 1,8 million d'habitants. Et c'est aussi une langue qui s'apprend dans le cercle familial. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alsacien? L'alsacien, alors ce n'est pas un reproche du tout, mais il y a énormément de représentations concernant l'alsacien. Ces représentations que les gens ont de l'alsacien en Alsace, mais aussi dans ce que nous appelons, nous, la France de l'intérieur. Donc, il faut comprendre que pour un Alsacien, il y a l'Alsace, il y a les Vosges, et tout le reste, c'est la France de l'intérieur. Donc, pour la France de l'intérieur, c'est un petit peu comme les Corses qui disent les Français du continent, nous, on dit les Français de l'intérieur. Alors, pour ces clichés, c'est un héritage. Ils se sont constitués notamment à partir de la guerre de 1870. Donc, il y a toute une imagerie à propos de l'alsacien, de l'Alsace, de cette langue. Et en fait, on est un petit peu les héritiers de tout ça, de cette construction idéologique qui a été fabriquée à partir de la guerre de 1870. Alors oui, l'alsacien est une langue germanique, c'est vrai. C'est même la seule langue germanique qui existe en France. Ça signifie que les racines de la langue, elles sont moins anciennes que celles des Basques, puisque l'alsacien appartient à la famille des langues indo-européennes, et on est cousin de ceux qui parlent l'allemand, anglais. L'anglais, c'est une langue germanique, le norvégien aussi, le néerlandais aussi. Donc, on pourrait dire qu'un Alsacien a autant de facilité à apprendre l'allemand que l'anglais. L'alsacien diffère de l'allemand, même si c'est une langue germanique. Je prends juste un exemple. Quand un Alsacien dit « ich hab », ça veut dire « j'ai », le « o », ni les Allemands ni les Français n'utilisent ce son. Donc c'est un son qui est très propre à la langue alsacienne. C'est une langue de l'oral, mais aussi une langue de l'écrit. C'est une langue très ancienne. Il faut savoir que l'alsacien est né à partir du 5e, 6e siècle. Il y a eu des grandes invasions. On apprenait ça autrefois à l'école, les Vandales, les Visigoths, etc. Et en Alsace sont venus s'installer deux peuples, les Alamans et les Francs, tout au nord. Donc l'alsacien est né de ces parlers alamaniques et franciques. C'est ça qui a donné l'alsacien. Donc c'est une langue qui existe depuis le 6e siècle.
Ce matin, Jordi Passera a parlé des chansons d'amour, des chansons courtoises. Et ben, nous, par exemple, en Alsace, au XIIe siècle, on a des textes en alsacien d'amour courtois. Donc c'est vraiment une langue qui a une histoire. Donc quand je dis populaire, tout à l'heure j'ai dit pas vulgaire, parce qu'il y a en fait toute cette histoire de l'alsacien qu'on méconnaît. Et puis c'est une langue toujours vivante, et c'est donc une langue qui n'est pas fossilisée. C'est une langue qui se renouvelle. Donc il y a constamment des mots nouveaux qui sont créés en alsacien. Alors les Alsaciens, comme dans n'importe quelle langue, ils vont piquer dans d'autres langues ou dans d'autres parlers des mots. Et je vous prends un exemple, hein, il vaut ce qu'il vaut. Les dames qui se font comme ça des yeux avec de l'eyeliner, on parle de biche, ben en alsacien on appelle ça bambiblique, l'œil de Bambi. Hein. Donc voilà pour ce point sur l'alsacien, mais ça me paraissait important de le faire avec vous. Comme pour n'importe quelle langue, la langue, elle formate votre manière de penser. Alors, je vais prendre un exemple. Alors là, je suis désolée, c'est un petit peu trivial, mais c'est vraiment un exemple d'actualité, donc je n'ai pas pu résister. Le géant McDo a commis en 2025, entre avril et décembre, une publicité qui passait à la télé d'ailleurs, sur la promotion d'un Big Mac. Ils avaient appelé ça Big Arch. C'est une publicité qui a été fabriquée pour la France. Hein. Et les Français, les gens francophones, ils voient la grande arche, hein, vous voyez, le grand M du McDo. Et donc, c'est ce que comprennent les francophones. Mais l'Alsacien, lui, quand il voit cette publicité, il s'écroule de rire immédiatement. Il ne voit absolument pas la grande arche, il ne voit même pas le M de McDo. Il voit simplement le slogan et il va rire parce qu'en alsacien, Big Arch, ça veut dire gros fessier. Et là où c'est marrant, c'est que France 3 Région est allé interviewer des jeunes à Brumat qui allaient au McDo. Et alors, ils leur demandaient... Alors, il y avait des francophones, ils leur demandaient ce qu'ils en pensaient. Alors, ils ont dit, bah, pas trop rien. Et les jeunes Alsaciens, ils rigolaient. Et comme ils avaient un petit peu de second degré, ils répondaient, on y va, on sait très bien qu'on finira avec des grosses fesses, mais on y va quand même. Bon, ce qui montre que un Alsacien, il voit les choses, il ressent les choses un petit peu différemment. Il est formaté par sa langue, comme pour n'importe quelle langue. Hein, on est formaté par la langue qu'on parle. Je reviens à un petit film de tout à l'heure. Aujourd'hui, en alsacien, les Alsaciens sont généralement bilingues, voire trilingues. On a un poète alsacien qui s'appelait André Weckmann il parlait de triphonie. Et je pense que c'est ce qu'on voit ici dans le spectacle de Wissembourg, c'est cette triphonie, on la comprend. Des gens qui vont comprendre 3 langues. Je pense que ça peut être aussi la même chose ici au Pays Basque, il doit y avoir une triphonie. Pour terminer cette première partie, ce qui est important aussi, c'est de comprendre quelles sont les langues qu'on parle chez soi quand on est alsacien. Alors vous le voyez, et qui parle la langue ? On voit que, par exemple, pour les personnes qui ont plus de 50 ans, on parle essentiellement l'alsacien, et aussi, parce qu'ils pouvaient répondre par plusieurs réponses, on parle aussi le français, mais moins que l'alsacien. Pour les plus jeunes, on parle moins l'alsacien, surtout le français. Et vous voyez que pour l'allemand, l'allemand, on ne parle pratiquement jamais hein, quand on est chez soi. Ça va être bilingue. Mais comme on a des facilités pour l'apprendre et qu'on l'apprend au collège ou au lycée, forcément, on va être trilingue. Se pose quand même, on le voit déjà là, dans cette statistique pour les 18 ans et plus, la problématique des jeunes et de la langue. Aujourd'hui, seuls 9% des 18-24 ans parlent l'alsacien. Très bien. Et si on cherche les plus petits, il en reste 4%. Et c'est là que, pour nous, les Alsaciens, ça devient un vrai sujet d'inquiétude. Alors pourquoi ? Alors on va faire de l'histoire. Ici à gauche, vous avez une petite vignette qui date des années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, donc je vous ai dit tout à l'heure, 95% des gens parlent l'alsacien. Il y a eu des campagnes de propagande qui ont été menées en Alsace pour expliquer aux Alsaciens que parler l'alsacien, c'est pas chic, donc c'est plouc, donc c'est pas français, et que si on veut être un bon français, il faut parler le français.
Et donc, cette campagne de propagande, elle a été également relayée énormément dans les écoles, dans les associations. Ici, le document a été pris chez les éclaireurs, c'est-à-dire les mouvements de scoutisme, à Colmar, mais il y en avait partout. Ce qui veut dire qu'on a aussi utilisé la méthode forte, pas que la méthode douce de propagande, avec des interdictions, des sanctions, des moqueries. Et on a un grand artiste alsacien qui est décédé aujourd'hui, vous le connaissez peut-être, parce qu'il a énormément produit de livres d'illustrations et de livres pour les enfants. Il s'appelle Tommy Ungerer. Et Tommy Ungerer, lui, il a souffert de ça parce qu'il a été élève au lycée Fustal de Coulanges. Et il avait un prof de littérature qui lui avait dit, qui se moquait de lui en disant « Vous n'aurez le droit de vous intéresser à la littérature française et au grand nom de la littérature française que du moment où vous serez départi de votre horrible accent alsacien. » Et Ungerer, lui, en 88, il fait une caricature qui est assez violente comme ça, et il montre quoi? Il montre la Marianne, qui dit « c'est chic de parler français », et qui prend un petit Alsacien par la langue, qui la lui arrache pratiquement. Hein. Donc et alors ce qui est intéressant et subtil quand même, alors il faut savoir qu'après la guerre, le drapeau blanc et rouge de l'Alsace a été interdit en Alsace, hein, on n'avait plus le droit de pavoiser avec ces couleurs-là, c'est qu'il va opposer dans son dessin le rouge et le blanc, par opposition au bleu, au blanc, au rouge. Bon, ça, c'est les Alsaciens qui le voient. Et donc ça m'a permis de faire un petit tableau de synthèse de comment on peut expliquer que l'Alsacien fonde un petit peu comme neige au soleil. Alors il y a le rôle évidemment de l'État français, hein, de la France, donc propagande, interdiction, culpabilisation aussi, pendant très longtemps. Alors, il y a eu ce discours de culpabilisation que les Alsaciens ont eu. Ça veut dire quoi? C'est tu es Alsacien, tu parles l'alsacien, tu parles une langue germanique, tu parles le boche. Tu parles le boche, tu parles le nazi. Donc, il ne faut surtout pas parler l'alsacien. Ceci n'a rien à voir, mais en fin de compte, c'est comme ça que ça a été relayé. Dans le pire des cas, on se moquait de l'accent des Alsaciens. À l'école, relais très important de cette politique que certains Alsaciens aujourd'hui appellent un linguicide, du jacobinisme scolaire. La presse également, puisque la presse en langue allemande a été interdite après la guerre, donc il restait quelques pages pour les gens qui ne comprenaient pas le français. Il a quand même fallu, hein, les gens lisaient encore beaucoup le journal, édité, voilà, en quelques pages en allemand. Au mieux, c'était le désintérêt. Au pire, ça a été ça, et ça a surtout été ça. Les Alsaciens aussi ont une responsabilité, une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à leur langue, à notre langue. Pourquoi? Parce que, d'abord, je dirais, les Alsaciens, il faut savoir qu'ils étaient très francophiles. Par exemple, la figure du général de Gaulle en 1950 en Alsace, elle est extraordinairement populaire. Il faut savoir que la grande majorité des Alsaciens, ils vont voter gaullistes, et même encore à l'époque de Giscard, ils vont voter pour la France. Pour eux, de Gaulle, c'est la libération. La France, c'est des libérateurs. Et même avant la guerre, au moment de l'occupation nazie, la grande majorité, beaucoup d'Alsaciens, même s'ils sont restés en Alsace, étaient francophiles. Hein? Alors, formatage des esprits également, soumission. Alors ça, c'est la lecture de Pascal Erhardt, hein, l'universitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pourquoi? Parce que la période du nazisme entre 1940 et 1945, 44, 45 a fait que les Alsaciens, ils ont été réduits à de la soumission. Parce que quand vous vivez dans un État totalitaire, vous êtes soumis. Vous êtes soumis, vous devez vous taire. Donc la génération de nos grands-parents, de mes parents, ils ont appris quoi? La soumission. C'est-à-dire surtout ne dis pas, surtout tais-toi, surtout ne parle pas. Voilà, c'était ça. Donc, toute cette génération-là, elle a accepté. Hein. Ils n'ont rien dit. Les petites vignettes, Ungerer, lui, s'autorise à critiquer à sa manière, mais la grande majorité des Alsaciens, non. La modernité aussi, c'est la période des 30 Glorieux, c'est la période aussi de la démocratisation scolaire, c'est la période où on va envoyer les enfants à l'école maternelle à 3 ans, puis à 2 ans. Et donc, à ce moment-là, on les coupe aussi du cercle familial. Donc, on apprend moins l'alsacien. Et puis nos élus locaux, parce que nos élus locaux, souvent ils ont été plus réactifs, souvent ils n'ont pas osé s'affirmer, ils n'ont pas osé dire, voilà, on est en Alsace, donc ils ont joué le jeu. Et parfois ils ont été bernés, notamment, moi je suis bien placée pour en parler, dans la politique scolaire, je ne vais pas vous en parler, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais ils ont fait confiance à l'administration, au rectorat par exemple, des choses comme ça.
Après se rajoutent d'autres facteurs plus récents, c'est l'émigration interne, le fait qu'en Alsace, il n'y a pas que des gens de souche alsacienne, il y a eu des Français de l'intérieur qui sont venus, il y a le phénomène des migrations externes aussi, donc c'est une région d'accueil, il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, d'Asie aujourd'hui. Et donc, le monde mondialisé aussi, c'est certainement un des facteurs, notamment par rapport aux jeunes, parce que les jeunes, ils ont des attirances pour d'autres cultures, par exemple la culture japonaise, ils aiment les mangas et des choses comme ça. Donc voilà, alors je ne suis pas exhaustive, mais il y a certainement d'autres facteurs auxquels je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas mis ici dans le tableau. Mais voilà un ensemble de facteurs qui expliquent le dépérissement de la langue à l'heure actuelle. Alors, vous avez bien compris, la langue, ce n'est pas seulement une définition de linguiste, c'est aussi une définition politique. C'est vraiment important. Quand on parle de langue, quand on dit que l'alsacien est un dialecte, c'est la langue dominante qui lui donne le statut de dialecte. C'est valable pour n'importe quelle de vos langues, des langues que vous parlez. Et donc, ça veut dire que les locuteurs, quand on parle de dialecte, ne sont pas respectés non plus. Donc, quand on parle de langue régionale, c'est vraiment important parce que c'est donner une caractéristique politique à une langue. Donc, c'est pour cette raison que je vous parle de l'alsacien en tant que langue. Et pour vous montrer que cette politique perdure, je vais vous montrer la carte des pays qui ont été signataires et qui ont ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Alors, vous savez qu'il y a le Conseil de l'Europe, il siège à Strasbourg, il défend les droits de l'homme en Europe. Et au début des années 90, le Conseil de l'Europe s'est dit que ça serait bien, parce que la France n'est pas le seul pays où il y a des parlers, des identités fortes, ça serait bien de reconnaître l'existence des langues régionales et minoritaires. Et donc le Conseil de l'Europe a commis un texte qui s'appelle la charte, une charte, avec quelque chose d'assez subtil, c'est que le pays qui est d'accord avec la charte signe la charte. Et le pays qui décide d'appliquer la charte va ratifier la charte. Et pour que ça soit appliqué, que les langues régionales soient défendues, il faut qu'il y ait une ratification. Un pays qui se contente de signer n'est absolument pas obligé de respecter cette politique. La France. Alors la France, elle a mis 7 ans déjà à signer le texte et elle n'a toujours pas ratifié à l'heure actuelle. Ce qui permet au recteur de l'Académie de Strasbourg de dire par voie de presse, les lycéens d'Alsace n'auront plus la possibilité de consacrer des heures de cours à l'apprentissage de la culture régionale à partir de la rentrée 2027. Ce qui signifie que le jacobinisme scolaire continue en Alsace. Donc on a une grande ambiguïté qui perdure à ce niveau-là. Et alors pour terminer cette partie, je voudrais montrer aussi la rétractation géographique de l'alsacien, parce que c'est important aussi de cartographier les choses. Alors vous voyez que j'ai encadré en rose les 3 grandes métropoles alsaciennes. Ces 3 grandes métropoles alsaciennes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, représentent grosso modo la moitié de la population d'Alsace. Si vous allez en voyage ou en visite en Alsace, vous allez à Strasbourg, à Colmar, Mulhouse, vous n'entendrez pas parler l'alsacien. Quasiment pas. On n'y parle plus l'alsacien. Par contre, si vous allez au nord de Strasbourg, tout à l'heure on parlait de Bouxwiller, à Wissembourg par exemple, qui est là tout au nord, oui, vous allez entendre les gens parler l'alsacien. Entre Strasbourg, Colmar, oui, Colmar, Mulhouse, et dans le Sungo, au sud de Mulhouse. Là, on parle encore l'alsacien. Donc, vous voyez, il y a aussi une rétractation géographique. Alors, pour terminer, les jeunes aujourd'hui, comment on peut faire pour inverser la vapeur ? Alors, vous avez là une affiche qui est assez amusante, je l'aime bien cette affiche, elle date de 1975. Ce qui veut dire que le problème, dès 1975, il y a des gens éclairés qui s'en sont rendus compte et qui ont déjà parlé de ça. Donc on a une petite affiche, on a un petit gamin qui dit à son grand-père, « Grand-père, pourquoi il n'y a pas plus de cigognes en Alsace ?» Il lui répond en alsacien, je vous l'ai traduit, « Mais en fait, tu sais, mon garçon, lorsqu'elle survole l'Alsace, elles n'entendent plus parler l'alsacien, alors elles pensent qu'elles ne sont pas encore arrivées, elles ne s'arrêtent plus. » Et ce qui est intéressant et ce qui est important surtout, ce sont les slogans.
Alors là, c'est surtout celui-ci. Eh bien, apprenez l'alsacien à vos enfants. Et celui-là, le bilinguisme sera notre avenir. Donc ça, qui dit ça? En 1975, c'est un cercle de gens qui aiment l'Alsace qui s'appelle le cercle Chikélé. Il existe toujours, ce cercle, il a changé de nom. La donne a quand même changé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Là où autrefois l'école, vous vous souvenez, la statistique que je vous ai montrée tout au début n'avait pas trop d'importance, aujourd'hui, comme les jeunes parents, trentenaires, quarantenaires, ne parlent pratiquement pas l'alsacien, voire plus, on se dit en Alsace qu'il faut nécessairement passer par l'école. L'école est envisagée comme une solution. Oui, mais quelle école? Parce que je vous ai parlé de l'éducation nationale et de sa politique tout à l'heure. Alors, en Alsace, il y a maintenant plus de 20 ans, il y a des Alsaciens qui ont fait naître des écoles réellement bilingues, privées sous contrat. Elles sont sous contrat quand même de l'éducation nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle, ils sont venus le chercher ici au Pays Basque. Et ils ont créé donc des écoles qu'on appelle Association pour le bilinguisme en classe immersive, les écoles ABCM. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a moins d'écoles ABCM en Alsace que Diwan en Bretagne. Et en plus, on n'a pas de collège, contrairement à Diwan où il y a collège, lycée, Diwan. Nous, pour l'instant, on n'a que des écoles maternelles et primaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont réparties, ces écoles, sur tout le territoire. Il y a à peu près un petit peu moins de 2000 enfants qui sont scolarisés. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. On part du principe que les enfants vont entendre le français à la maison. Donc, on ne leur apprend pas la langue française à l'école. On leur parle le français qu'à partir du CM1. Par contre, on assume complètement le bilinguisme, c'est-à-dire ils vont apprendre l'alsacien, ils vont aussi apprendre l'allemand. Et on va beaucoup... Alors, ils font le même programme que tous les autres enfants, mais s'ajoute à ça un gros volet de culture aussi. Alors, je vais vous montrer une petite capsule vidéo. Uit elsassische Spruch hören. Sie hören es in der Schule. Auch in der Schule ist es nicht genug, es langt nicht. Die meisten von unseren Kindern, wenn sie die Schule draussen hören sie kein Elsassisch mehr, reden kein Elsassisch mehr. Ab und zu ein paar Grosseltern, ganz wenige Eltern. Darum, wie wir kennen, mit den Kindern uns gehen, ins Theater zum Beispiel. Sofort gehen wir mit den Kindern uns. Also so viel wie möglich Elsassisch hören. Ich habe immer gefunden, dass das beste Mittel, um meine Sprache zu behalten, ist, wenn sie auf eine Melodie ist. Und im Gedächtnis ist es viel leichter, ein Lied zu singen, als zum Beispiel ein Gedicht oder sowieso. Und ich selber habe, was ich behalten habe von den elsässischen, von meinen Eltern, war durch die Lieder, die meine Mutter uns damals gesungen hat. Je résume juste. Donc vous avez vu les activités, beaucoup de théâtre pour les enfants, beaucoup de musique, beaucoup de chant. Et le dernier intervenant, c'est Daniel Muringer, qui est un musicien et il crée également des chansons en alsacien. Et il explique en fait que par la musique et notamment par le chant, c'est très important. Je crois que j'ai vu ça aussi ce matin. Le chant, ça permet de fixer davantage la langue. Donc il accorde une importance toute particulière au chant à l'école ABCM. Donc ça, c'est le premier volet. Je vous montre un deuxième exemple. Celui-ci, j'ai été le chercher à Bouxwiller. Donc vous connaissez peut-être Madame Georgette Weber. Donc Georgette Weber a un groupe d'enfants très très nombreux. Elle fait plusieurs répétitions. Et je vais vous montrer une petite capsule d'image de la répétition du groupe des petits. Ce ne sont pas les ados que vous allez voir. Et on voit qu'ils vont chanter, ils vont danser sur des chansons en alsacien
Elle va également organiser sa répétition à la fois avec des mots français et alsaciens, parce qu'il y a des petits francophones qui sont là, il n'y a pas que des gamins qui comprennent l'alsacien. Et donc, et à un moment donné, ils vont dire une petite comptine en alsacien. Schnell, 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 jetzt kommt der Tunnel. Schnell, 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 jetzt kommt der Tunnel. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant dans l'autre sens. Deuxième jungle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? 3, 4. Donc, pour terminer, pratique de l'alsacien, il y a les jeunes adolescents, mais il y a aussi les grands, même les adolescents. Alors aujourd'hui, pour apprendre aux jeunes adolescents à pratiquer l'alsacien, il faut s'intéresser au monde d'aujourd'hui. Et il faut s'intéresser à leur manière à eux de communiquer. Et cette manière à eux de communiquer, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, Internet, c'est d'envoyer des messages en alsacien. Et on voit là, ce qui est intéressant, qu'il y a plus de 46% des jeunes de 18 à 24 ans qui vont utiliser cette manière de communiquer. Et donc, du coup, on a aussi, ce matin on parlait d'influenceurs, en Alsace, on commence à avoir beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs qui ont de nombreux followers et qui parlent l'alsacien, et souvent ils associent leurs parents ou leurs grands-mères dans leurs vidéos. Alors, je vous ai pris l'exemple de Steve Baum, mais il y en aurait d'autres. Je vous ai, à gauche, on ne va pas rester longtemps là-dessus, sur des groupes de rock ou d'autres musiques qui ne sont pas forcément celles qui sont prisées par nous, mais bon. Et aussi, l'idée qui est venue aux chercheurs qui travaillent aux profs de l'Université de Strasbourg, c'est de travailler sur des programmes pour digitaliser l'alsacien. Parce qu'en fait, avec l'intelligence artificielle dont on ne pourra pas faire l'économie, quoi qu'on en pense, il faut faire en sorte que les langues parlées, il y en a 8000, ne cèdent pas uniquement la place à l'anglais. Et comment ce qu'on appelle une langue qui n'est pas présente sur Internet, eh bien, les chercheurs appellent ça une langue peu dotée. Donc jusqu'à présent, l'alsacien est une langue peu dotée parce qu'elle est assez peu présente sur Internet et sur les programmes informatiques. Donc en ce moment, ils sont en train de créer tout un projet pour créer un corpus linguistique en alsacien qui viendra alimenter les programmes informatiques et l'IA. Et la personne qui est responsable de ça s'appelle Delphine Bernard et elle travaille de manière étendue, pas seulement pour l'Alsace. Il y a le même programme qui existe pour la Corse, il y a le même programme qui existe pour l'Occitan et il y a le même programme qui existe pour le Poitevin-Saintonge. Donc la chercheuse qui est responsable de ça s'appelle Delphine Bernard. Et par exemple, en Alsace, j'ai fait un tuto pour permettre aux gens d'aller sur une grande base qui s'appelle Common Voice. Il n'y a pas que l'alsacien, il y a toutes les langues qui sont présentes. Et pour expliquer aux gens des groupes d'Alsace qui parlent l'alsacien, de laisser des traces sur Common Voice pour pouvoir justement faire en sorte que l'alsacien soit référencé un jour et utile sur Internet et utile aussi à l'intelligence artificielle. Alors pour terminer, les politiques alors ont-ils changé ?
L'enquête de tout à l'heure, 73% des gens qui sont interrogés en Alsace disent qu'il faudrait faire davantage pour promouvoir l'alsacien. Alors nos politiques en Alsace, tant mieux, hein, ils se sont réveillés et ils ont créé un office public de la langue régionale d'Alsace. L'objectif, c'est de fédérer tous les acteurs du territoire, les associations, les collectivités, les entreprises, autour de l'alsacien et donner envie de parler l'alsacien. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, on ne peut pas en faire le bilan parce que ça vient de naître. Dernière image, et je m'arrêterai là, j'aurais beaucoup parlé. Je voulais vous montrer cette photo parce que cette photo, je la trouve très émouvante. Les Alsaciens, ils ont leur propre légion d'honneur, ça s'appelle le Bretzel d'or. Et chaque année, on donne le Bretzel d'or à des gens qui ont fait des choses importantes pour l'Alsace et pour l'Alsacien. Et donc, parmi les Bretzelisés, ils n'étaient pas les seuls, il y a toute une famille qui est là. Ils s'appellent Forgiarini. Et ce sont des Italiens. Cette famille italienne, ils sont arrivés en 1938-39 en Alsace, ils parlaient que l'italien, ils étaient très pauvres. Et ils se sont intégrés à l'Alsace. Et ils parlent l'italien et l'alsacien, ils ont appris l'alsacien et ils ont reçu un prix. Et vous voyez qu'ils sont tous venus, alors je ne pense pas qu'ils possèdent des costumes, mais pour l'occasion, on ne leur a pas demandé de le faire, ils sont tous venus en portant le costume. Ce qui montre que l'alsacien, c'est aussi une langue et une région intégrative. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Si vous avez des questions, tout à l'heure à la pause, je répondrai à vos questions. J'ai également une bibliographie voilà, que je peux mettre à votre disposition si vous avez envie de vous y référer. Merci beaucoup pour votre écoute. Complètement béotien sur le sujet, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé votre exposé fantastique, intéressant, captivant. Mais il m'amène à deux réflexions qui peuvent s'appliquer d'ailleurs sur les autres langues régionales. C'est vous parlez beaucoup du phénomène jacobin en France, puisque la France est un pays jacobin par excellence, mais est-ce que la graine de tout ça ne serait pas antérieure, mais plutôt du siècle des Lumières? Parce que le siècle des Lumières, le roi n'est plus le droit divin, mais du coup, la nation se pose le problème du projet. Le projet doit devenir commun. Et est-ce que ce n'est pas l'antécédent de ce qui va devenir jacobin et qui donne l'idée de partager une même langue pour penser la même chose? Donc un vrai choix politique, mais qui frôle l'universalisme, puisqu'on dit à partir de ça que très souvent on pourrait être français sans jamais avoir été en France, simplement en adhérant aux valeurs de ce siècle des Lumières. Ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque concerne l'éducation nationale. J'ai quelqu'un de ma famille de très proche, qui est professeur d'histoire, et qui a été nommé en Pays Basque. Et on lui a donné une classe bilan. Enfin, elle venait de Grenoble, elle n'avait jamais parlé de basque ni rien, et on lui a confié comme mission. Donc ça voudrait dire que si on veut sauver les langues régionales par l'éducation nationale, c'est plus un concours national qu'il faut faire au niveau des enseignants, mais les laisser dans leurs académies d'origine, s'ils le souhaitent. Effectivement, le jacobinisme, je suis absolument d'accord avec vous, il trouve ses racines effectivement au siècle des Lumières, et surtout au moment de la Révolution française. Alors juste une anecdote, mais elle est intéressante. En 1793-94, alors la Révolution c'est très long, au moment de, on va dire, de la Première République, sont arrivés en Alsace des commissaires de la République. Et la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est poser une géante, un bonnet phrygien sur la cathédrale et interdire, bien sûr, l'alsacien. Mais on connaît tous cette histoire, ça n'a pas duré. Enfin, ça a duré un certain temps et puis ils sont beaucoup déchirés entre eux, mais il y avait déjà ce projet. Donc c'est vrai, moi, je ne voulais pas en parler. Par la suite, ensuite, ça a été très différent. Par exemple, sous la Seconde République, sur la Seconde République et sous le Second Empire, voilà, il n'y a pas eu cette volonté d'éradiquer l'alsacien. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu des choses un petit peu violentes qui ont été faites, mais pas jusqu'au point où ça pu se passer après la guerre. Parce que là, il y a vraiment eu une vraie politique d'éradication de l'alsacien. Concernant l'éducation nationale, alors je suis bien passée pour le savoir, parce que j'étais formatrice dans l'éducation nationale, j'étais professeure d'histoire dans l'éducation nationale. Donc c'était ma maison, hein, l'éducation nationale. Et donc je suis d'autant plus triste de dire ça à propos de l'éducation nationale, il faut bien comprendre ça. Mais ce qui se passe au Pays Basque avec l'enseignement bilingue, il se passe aussi
se passe aussi en Alsace. Et ça, c'est assez cruel. Premièrement, ça a été le choix d'enseigner dans le bilinguisme l'allemand et pas l'alsacien. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a un distinguo quand même entre les deux. Et donc ce choix, les parents l'ont plébiscité pour des raisons économiques, hein, parce que l'allemand, c'est la langue porteuse, etc. Donc les gens étaient très contents que les jeunes apprennent l'allemand. Et ensuite, il y a eu le problème du recrutement. Le problème du recrutement dans l'éducation nationale, c'est donc déjà difficile de recruter des enseignants aujourd'hui, c'est difficile de recruter des enseignants de qualité, et c'est encore plus difficile, par exemple, dans ma matière, qui est l'histoire-géographie, de recruter des enseignants, y compris en Alsace, qui parlent l'allemand, qui le parlent bien et correctement. Et je ne parle pas a fortiori de professeurs qui parleraient l'alsacien. Là, c'est quasiment mission impossible, vous en trouvez, mais vraiment très à la marge. Voilà. En tout cas, merci pour vos deux questions.